Bref, passons à notre deuxième joueur du jour. Bah tiens, on peut aller sur qui on va aller? Sur Desmond Bane, si tu veux bien. On peut faire on peut enchaîner les cas. Desmond Bane, 34 minutes par match, 42 matchs, 101 de true shooting plus, donc plus 1% d'efficacité relative à la moyenne sur 28% d'usage, donc plutôt gros boost de volume de responsabilité. Et en fait, pour te lancer, on est sur, bon, il y a eu les blessures, ok, mais on est secrètement, parce que Memphis c'est pas bon, mais secrètement sur une saison de progression en fait pour Desmond Bane. Ah, on est complètement sur une saison de progression. Et je trouve que c'est même la saison où il a le plus progressé, je trouve. Parce que Desmond Bane, si on fait un petit peu l'historique de draft, il est drafté à 22 ans, c'est le dernier pick du premier tour. On avait fait son profil à l'époque sur le site We Are Thunder France, parce que c'était à peu près dans le range où OKC avait un pick. En gros, il était considéré déjà comme un shooter d'élite, mais comme un simple shooter de catch and shoot. Un peu ce qu'est Luke Kennard, on va dire, dans la NBA actuelle. Sa saison rookie, c'est un joueur de catch and shoot. C'est un joueur très efficace, mais c'est un joueur de catch and shoot. Deuxième saison, on commence à avoir un petit peu plus de jeu balle en main, on commence à avoir un petit peu plus de pull-up. Troisième saison, ça progresse toujours. Et puis on commence à avoir un petit peu de playmaking aussi. Et puis là, quatrième saison, on est sur un joueur qui a 25 ans, donc potentiellement qui est plus vieux que certains joueurs qui arrivent dans leur dernière année de contrat rookie. Et on voit encore de la progression. Et je trouve que c'est intéressant avec Desmond Bane, c'est que c'est un joueur qui s'est retrouvé drafté 30e parce que plus vieux et potentiellement un problème d'envergure au niveau des bras, de l'envergure de bras qui pourrait être pénalisant. Et en fait, on se rend compte qu'on est sur un attaquant de très grande qualité. Alors là, pour le coup, je manque totalement d'objectivité sur Desmond Bane. D'ailleurs, je salue Tom de Dunk Hebdo, bien évidemment. Mais moi, j'aime beaucoup ce joueur. Et je trouve que cette saison, vous en aviez parlé justement avec Tom dans l'épisode des 10 stats sur la saison de Memphis. Là où Jaren Jackson a semblé parfois un peu subir la nouvelle charge offensive qu'il avait, je trouve que Desmond Bane, c'est un joueur qui a répondu à cette nouvelle charge. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est beaucoup moins assisté au niveau de ses paniers, quand bien même il reste relativement assisté pour son poste. Il y a 48% de ses paniers qui sont assistés. On est quand même passé de 60 à 48, donc moins 12 points de pourcentage d'une année sur l'autre. C'est un joueur qui se crée beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'accès notamment au cercle via son dribble. Et si on ajoute à ça toujours le shooting d'élite, notamment sur pull-up ou sur catch and shoot à 3 points, pour moi on est sur un joueur qui est bien classé. On est surtout sur une réelle progression, surtout, et je conclurai là-dessus avant de te redonner la parole. Pour moi, on est sur un joueur qui, au niveau du playmaking, quand il arrivait, il n'y avait absolument pas de playmaking, il y avait un petit peu de connecting. Et là, je trouve que la relation qu'il a pu avoir aussi avec Jaren Jackson cette saison, c'est que du positif, entre guillemets, dans le malheur qu'a pu avoir Memphis cette saison au niveau des blessures. Oui, je te rejoins là-dessus que effectivement, Jackson, il y a un peu un côté, prend plus de volume, mais le test n'a pas réussi, on va dire. Il fallait bien que quelqu'un prenne les tirs, mais, mais on a vu que c'est une version avec plus de déchets et pas si intéressante que ça, alors qu'à l'inverse, Bane, il a été passé au révélateur parce qu'il y avait que ça à faire, grosso modo, mais ça a été une réussite totale. Et en effet, il y a une petite chute d'efficacité, mais qui est vraiment pas si grave que ça, quoi, pour le coup. En plus, il est encore efficace au niveau de la moyenne, donc c'est pas comme s'il avait chuté complètement. Mais bon, premièrement, le 3 points un peu en panne, en tout cas moins bon que d'habitude. C'est-à-dire qu'en carrière, il a plus de 42% à 3 points. Ça a chuté à 38. Voilà, tu te rends compte, il shoot que à 38%. Pour catastrophe. Le coup. Et bon, il y a un côté prise de responsabilité, un peu plus de pull-up, mais comme tu dis aussi, au niveau des paniers assistés, de 60% à 48%, et pour modéliser un peu, 60%, on est un peu la zone des Kyle Kuzma, Josh Giddey, Derrick White. Donc voilà, un peu cette zone-là. Et 48, donc ça c'était l'an dernier, 60%. Et là, 48, on est plutôt zone Ingram, Zion, Jalen Williams, Kyrie Irving. Donc voilà, pour un peu essayer de mettre des noms derrière ces chiffres, on est quand même passé d'un profil qui était role player, ou en tout cas finisseur pas mal, à quelqu'un qui est un peu dans des zones de créateurs, quoi, de créateurs, créateurs polyvalents, certes, Irving, Williams, etc., mais créateurs tout de même. Donc on a ça, plus le passing, évidemment. Ça, c'est aussi l'énorme évolution avec ce côté où, comme tu dis, à la draft, c'était seulement un shooter en sortie d'écran et puis pas grand-chose de plus. Et non seulement on a vu que c'était plus que ça, en termes de création pour scoring, mais là, cette année, c'est surtout le passing qui m'a un peu impressionné, avec de plus en plus développer les lectures sur pick and roll, développer juste le kick-out, développer des trucs comme ça, voire même on a vu quelques-unes, des fameuses skip pass vers le corner opposé, carrément,
où le truc, tu m'aurais dit ça il y a 2-3 ans, bah non, il peut pas faire ça, quoi. Et là, il nous sort des pick and roll où, voilà, je prends l'écran, ça monte haut, il y a une aide en deuxième rideau, bah tiens, je vais chercher le corner opposé avec une passe qui traverse toute la largeur du terrain, pardon. Et ouais, c'est quand même pas mal, quoi, cette prise de volume en création. J'espère que ça va se maintenir pour la suite et que c'était pas que un effet de, bah tiens, on tank, donc il y a des ballons. Mais je pense que ça va un peu rester. Et pareil, on l'a même pas dit, mais au niveau des drives, pareil, cette année, il est grosso modo au niveau de la moyenne, parmi les gros drivers. Il fait d'ailleurs pas mal de drives cette année. Et puis au niveau de la moyenne, au niveau de l'efficacité sur drive. Donc ouais, en fait, ça progresse un peu partout. Et je pense qu'on est potentiellement sur quelqu'un qui est un peu en train de transcender son rôle offensif de base, en fait. Oui, complètement. Et j'ajouterais à ça, tu vois, tu parlais du fait que c'était un joueur qui était efficace sur drive. Moi, j'ajouterais à ça que c'est un très bon joueur de jeu de transition. Et Memphis avait besoin un petit peu du jeu de transition parce que l'attaque sur demi-terrain, il me semble que c'était la pire en termes d'offensive rating de toute la NBA. Donc, avoir un Desmond Bane qui est à 1,14 points par possession sur le jeu de transition, eh ben, on est mieux classé que, par exemple, un Tyrese Haliburton, qu'on va citer dans cet épisode-là, qui pourtant a réputation d'être un bon joueur de transition, même si Tyrese Haliburton amène du jeu de transition via son passing, alors que Desmond Bane, c'est vraiment sur le scoring pur. Mais je suis complètement d'accord avec toi, on est sur un joueur qui, en fait, lui, pour le coup, contrairement à Scottie Barnes, on lui a donné un nouveau costume qui était plus grand et qu'il est capable d'endosser. Et moi, le truc que je trouve très intéressant avec Desmond Bane, c'est que finalement, si on regarde la zone de répartition de ses tirs, c'est quasiment la même répartition que les autres années, sauf qu'il est beaucoup moins assisté. C'est-à-dire que c'est un joueur qui prend, allez, un tiers de ses tirs au cercle, 25% de ses tirs à mi-distance et 40% de ses tirs à 3 points. Il fait quasiment ça toutes les années. Sauf que comme il est beaucoup moins assisté, ça montre qu'au niveau du dribble, c'est un joueur qui est capable d'aller dans les mêmes zones dans lesquelles il allait les années précédentes où il était assisté, mais via son dribble. Donc je trouve que c'est une réelle progression dans ce domaine-là. Au niveau du playmaking, voilà, je vais pas paraphraser ce que tu as dit, mais je trouve que c'est intéressant de voir que dans cette équipe de Memphis où il va y avoir beaucoup de choses qui vont dépendre de son rendement offensif la saison prochaine, et bah de voir que dans une situation où tu as quelques incertitudes sur le poste de backup meneur du côté de Memphis, tu peux avoir Desmond Bane un petit peu responsabilisé en tant que créateur sur de la seconde unit, ou en tout cas un joueur qui est capable de manipuler les défenses avec son scoring pour créer du playmaking pour les autres. Oui, et puis même en général, ces progrès au passing, c'est pas mal parce que, bah, imaginons que Ja Morant revienne, etc. On retrouve la grosse équipe. Bah, même ce passing sur de simples sorties d'écran, bah, c'est cool, quoi, parce que quand tu fais une sortie d'écran et qu'il y a deux mecs qui viennent sur l'écran, qui viennent sur toi parce que t'es dangereux, bah, si t'es capable de faire la passe et de faire des lectures un peu avancées, pourquoi pas même un peu de manipulation, de genre, ah tiens, je fais la passe là, en fait, je la fais de l'autre côté, ou ce genre de choses, bah, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est pas que le côté pick and roll, bah tiens, il y a personne qui fait des pick and roll, ça c'est bien, mais si son passing vient aussi complémenter son jeu en sortie d'écran, de shoot en sortie d'écran, bah ouais, ça permet de mieux aussi tirer profit des décalages qu'il va créer de par la menace de son shoot. Donc voilà, c'est un peu tous les progrès de Desmond Bane. Je pense que la défense, on n'a pas trop parlé, mais bon, il n'y a pas trop à dire, autant sur le plan individuel que collectif. En plus, le contexte n'était pas top cette année, mais on est grosso modo, je pense, sur quelqu'un qui est pas génial, mais qui sur de bons passages dans des bonnes équipes a déjà montré il pouvait être compétent largement en défense on ball en fait. Ouais, après c'est un joueur qui, pour le coup, souffre de son envergure, c'est-à-dire que c'est un joueur qui Ouais. a difficilement un poste spécifique ou un profil spécifique qu'il est capable de défendre. C'est-à-dire que si on regarde les joueurs qu'il a le plus défendus cette année, eh ben on est sur, en premier, Michael Porter Jr., deuxième, Derrick Jones Jr., donc Michael Porter Jr., shooter off-screen, et Derrick Jones Jr., un non-facteur en attaque. Et après, on est sur Paul George, Brandon Ingram et Keegan Murray. Donc on est plutôt sur des ailiers assez longilignes. Mais finalement, quand on voit que Desmond Bane est un joueur, allez, dans la line-up de Memphis, c'est un petit peu effacé par l'absence de Ja Morant cette année. Mais quand tu vas te retrouver avec le retour de Ja Morant et que tu auras le starting five avec Ja Morant, Marcus Smart, et ben du coup Desmond Bane sera le poste 3 et donc il se retrouvera peut-être encore plus exposé sur ce type de profil. Mais voilà, c'est un joueur qui pâtit du fait que pour un ailier, il est petit et surtout l'envergure de bras qui est assez faible. Il me semble qu'elle est nulle, donc il fait la même taille que son envergure au niveau des bras. Ça, pour le coup, c'est vraiment pas un facteur positif, c'est même un facteur qui a pu aussi lui coûter des places le soir de la draft. Mais voilà, c'est un joueur qui est assez difficilement insérable en termes de tiens, toi, tu vas défendre ce type de profil. Et donc, dans le classement, où est-ce qu'on le projette, où est-ce qu'on l'imagine ? Ah, là, ça va être difficile, là, parce que je pense que je le mets au-dessus de Scottie Barnes. Je Ouais. le mets au-dessus de la 12e place. Par contre,
Je vois, en fait, pour moi, je sais pas ce que t'en penses, mais il est entre DeMar DeRozan et Derrick White. Il est entre 9e et 10e, je pense. Ouais. Donc au-dessus de Derrick White, Ouais, je me demande s'il n'y a pas un peu un côté Derrick White gagne pas un peu des points en termes de défense. Et même, tu sais, cette année, il est aussi un peu plus créateur, hein, mine de rien. Il est même largement plus créateur qu'avant, donc c'est pas juste un role-player génial. Donc il y aurait peut-être duel, mais je sais pas. Bon, je pense qu'on est dans la bonne zone à peu près. Hein. Ouais, moi je le mets derrière DeRozan et devant Derrick White. Même si Derrick White, on a souvent tendance à le résumer à un simple role-player, un role-player d'élite, hein, mais au role-player ultime, alors que je pense que Derrick White est bien plus qu'un role-player ultime. Donc c'est pas tant insulter entre guillemets le niveau de Desmond Baines que de le mettre dans la zone de Derrick White. C'est plutôt rendre hommage au joueur qui est Derrick White et à la perception parfois un peu faussée qu'on peut avoir de lui. Et le fait que Jarrett Allen soit derrière ces deux noms-là, ça te choque pas? Non, parce que alors après il y a tout l'aspect défensif qu'apporte Jarrett Allen, mais encore une fois, je pense que je valorise beaucoup plus la création offensive, surtout que Desmond Bane a beaucoup plus de paniers non assistés cette année. Donc je pense que je valorise ça devant Jarrett Allen. Oui, c'est vrai. En effet, bah mettons-le là. Alors, mettons-le là. Je me demande même, quoique. Non, DeRozan quand même pas. Non, quand même pas. Je réfléchissais, mais non. Sur l'année, pour moi, non. Mais il peut être, tu vois, et là, pour le coup, je serais très curieux, là aussi. Je tease, hein, enfin, je tease pas, mais je serais très curieux de voir le classement entre Desmond Bane et Jalen Williams, par exemple. Ah, mais moi, je peux t'annoncer que... Non, j'annonce rien, on verra. Ah non, okay, je pense que l'un sera devant l'autre, voilà, spoiler. Il y en a un qui sera devant l'autre. Ouais. Mais pour moi, c'est deux joueurs qui peuvent, entre guillemets, suivre des trajectoires assez similaires, même s'il y en a un qui est drafté 2 ans plus tôt que l'autre. Mais la courbe de progression, il y en a un qui est en avance sur l'autre sur les temps de passage, mais finalement, peut-être que Desmond Baines va rejoindre, entre guillemets, cette catégorie de joueurs. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 12 novembre 2023 et j'arrive pas à me relire. Je sais pas ce que c'est. Un dunk, je sais pas. Va falloir citer les joueurs de Memphis. Alors là, ça va être dur là. Attends. Comment ça se fait? J'arrive pas à me relire. Je me souviens plus de l'action en question. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est un dunk en transition avec personne autour. Voilà, je suis pas arrivé à m'en lire, mais je voulais faire une action un peu random pour notre ami Constant qui est plutôt très bon au niveau des quiz. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action que je rajoute sur montage? Attends, alors du coup, franchement, les Clippers, bon, ça va, ils ont pas eu trop de blessés, donc normalement, il y a Kawhi Leonard. Oui, tout à fait. Il y a Paul George. Oui. Il y a James Harden. Ouais. Il y a Ivica Zubac. Oui. Et Terrence Mann. Effectivement. Ouais. Et de l'autre côté, alors c'est là qu'on va commencer. Oh là là. Y a-t-il Jaren Jackson? Il n'y a pas Jaren Jackson. Aïe. Oh là là. Y a-t-il... je vais essayer qui était le... Y a-t-il Santi Aldama? Non, il n'y a pas Santi Aldama. Oh là là. Bon, on va repasser sur les extérieurs du coup. Y a-t-il Marcus Smart? Marcus Smart est sur le terrain, oui, tout à fait. Nous sommes en novembre, il jouait. Ouais, c'est c'est le passage éclair de Marcus Smart. Alors du coup, faut trouver... Mais qui est l'intérieur de ce truc-là? L'intérieur a fini chez toi en plus, d'ailleurs. Ah bah du coup, Biyombo. Exactement, Biyombo. C'est vrai que Biyombo est à Memphis. Oh là. Il y en a un qui est dans la mare. Dans la mare? Ouais, un joueur qui est dans la mare. Qui est dans la mare? Ce sont les... Alors, les canards? Eh ben. Ah, Luc... Non. Ah, Luc Kennard. Ouais. Oh ouais, j'ai du mal à la... Ah oui, d'accord. Oui, la mare au canard. Luc Kennard, ouais, tout à fait. Ouais, d'accord. Et après, Vince Williams, il doit pas jouer encore à cette époque-là. Non, le dernier, bon, l'indice habituel, je crois que j'ai déjà fait 2-3 fois, mais le mec qui range le matos sur des concerts, qui aide à porter les enceintes, c'est qui? Ah, John Concha? Non. Ah, du concert, du coup, ça marchait avec le matos. C'est un meneur? Non, c'est plutôt un ailier qui a fini à Phoenix d'ailleurs. Ah, David Roddy. Exactement, David Roddy. Qui a été prolongé puis coupé. Les Roddy sur les concerts, ceux qui portent les équipements, ça te parle pas?
J'avoue T'avais pas la là, référence. je séchais. Moi, je suis aux equipment, je suis resté aux equipment managers de Giannis. Je comprends avec les chaussettes sales. Bien sûr.